Je n'aurais jamais pensé partager ma propre histoire ici, mais après ce qui s'est passé récemment, je me suis dit que c'était l'endroit idéal pour le faire. J'ai besoin de me libérer d'un poids. Je m'appelle Luc, et laissez-moi commencer par vous dire que je ne suis pas né dans la richesse. Tout ce que j'ai, je l'ai construit à partir de zéro. Il a fallu des années de travail acharné, de sacrifices et de revers, pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Je n'ai jamais eu de filet de sécurité, pas de parents riches pour me tirer d'affaire si les choses tournaient mal. Juste moi, un ordinateur portable, et une idée qui est devenue quelque chose de plus grand que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai créé ma propre entreprise de technologie au milieu de la vingtaine. Ce ne fut pas un succès fulgurant du jour au lendemain. J'ai passé des années à trimer, à travailler 6 heures par jour, à vivre dans un tout petit appartement, avec à peine de quoi payer le loyer. Il y a eu des moments où j'ai pensé à abandonner, quand j'avais l'impression de tout miser sur un rêve qui ne se réaliserait jamais. Mais le travail a fini par payer. Une bonne affaire en a entraîné une autre, et avant même que je m'en rende compte, mon entreprise a décollé. À l'âge de 30 ans, j'étais officiellement millionnaire. Pas riche au point d'être milliardaire, mais à l'aise. Je pouvais m'offrir une belle maison, une voiture de luxe, et des vacances quand je le voulais. Mais malgré tout cela, je n'ai jamais vraiment changé. Je préférais toujours porter des sweats à capuche plutôt que des costumes, je mangeais toujours dans les mêmes petits restos du coin, et je gardais un cercle restreint d'amis proches qui me connaissaient avant que l'argent n'arrive. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontrée. Appelons-la Émilie. Elle était magnifique, le genre de femme qui fait tourner les têtes lorsqu'elle entre dans une pièce. Mais plus encore, elle était charmante, le genre de personne qui vous donne l'impression d'être la personne la plus intéressante au monde lorsqu'elle vous parle. Nous nous sommes rencontrés lors d'un gala de charité auquel j'avais été invitée. Ce n'était pas mon genre d'endroit, mais un ami m'y avait traîné. C'est elle qui s'est approchée de moi en premier, entamant la conversation sur mon entreprise. Au début, j'ai pensé qu'elle était sincèrement intéressée, mais avec le recul, j'aurais dû remarquer les signes. Elle riait à toutes mes blagues, même les plus mauvaises. Elle s'est arrangée pour mentionner l'air de rien qu'elle n'était pas comme ces autres femmes qui ne s'intéressent qu'à l'argent. Et les choses sont allées vite. Nous sommes passés de simples rendez-vous à des fiançailles en moins d'un an. Je ne vais pas mentir, à l'époque, je pensais avoir décroché le gros lot. J'avais devant moi cette femme magnifique, intelligente et amusante qui semblait m'aimer pour ce que j'étais, et pas seulement pour ma fortune. Mes amis m'ont conseillé de ralentir, mais j'étais complètement emportée. Nous nous sommes mariés il y a 6 mois, et durant les premiers mois, tout semblait aller pour le mieux. Bien sûr, il y avait de petits signaux d'alarme. Elle n'a plus jamais manifesté d'intérêt pour mon travail une fois que nous avons été ensemble. Elle a démissionné 1 mois après le mariage, disant qu'elle voulait se consacrer à notre vie commune. Elle a commencé à dépenser énormément, sacs de créateurs, journées de spa, hors de prix, voyages, avec ses amis. Quand j'ai suggéré de freiner un peu les dépenses, elle s'est emportée, disant « À quoi sert l'argent, si on n'en profite pas ?» Mais j'ai fermé les yeux. Je voulais croire qu'elle m'aimait. Je voulais croire que je n'étais pas juste un portefeuille sur pattes à ses yeux. Puis, est venu le jour où tout a changé. C'était vendredi dernier. Je devais être hors de la ville pour une réunion d'affaires, un voyage de dernière minute qui devait prendre tout le week-end. Émilie savait que j'étais partie, elle a donc planifié une soirée avec ses amis, une de ces soirées habituelles entre filles, où elle buvait des cocktails, hors de prix, et cancanerait sur des gens qu'elle connaissait à peine. Mais la réunion a été annulée. J'ai décidé de ne pas lui envoyer de message tout de suite et de rentrer directement à la maison. Je me suis garée dans l'allée vers 20 heures. La maison était silencieuse, mais en entrant, j'ai entendu des voix venant du salon. Au début, j'ai pensé qu'elle avait des amis à la maison, mais en m'approchant, j'ai réalisé qu'elle était au téléphone. Je n'essayais pas d'espionner, mais à la seconde où j'ai entendu mon nom, je me suis figée. Je n'oublierai jamais ce que j'ai entendu ensuite. Émilie a laissé échapper ce rire, un de ces faux rires aigus qu'elle utilisait toujours pour frimer, puis elle a dit « Oh, s'il te plaît. Luc n'est qu'une solution temporaire. Dès que j'aurai son argent, je me tire. » J'ai eu l'impression que tout l'air de la pièce s'était volatilisé. Elle continuait de parler, sans se douter une seconde que je me tenais à quelques pas d'elle. « Non, sérieusement, tu crois vraiment que je resterais avec lui s'il n'était pas riche? Il n'est pas du tout mon genre, mais bon, autant profiter du voyage tant que ça dure, non ?» Son ami a ri à l'autre bout du fil, puis Émilie a dit quelque chose qui m'a encore plus tordu l'estomac. « Je lui donne un an, peut être moins.
D'ici là, j'aurai mis assez de côté pour faire une rupture propre. Et soyons réalistes, un divorce signifie que je serai tranquille pour le restant de mes jours. Je suis restée là, figée. Ma propre femme, la femme avec qui je pensais passer ma vie, admettait ouvertement qu'elle m'utilisait, qu'elle ne m'avait jamais aimée, et que je n'étais rien de plus qu'un compte en banque pour elle. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, la main tremblante, et j'ai lancé l'enregistrement. Parce que si elle pensait pouvoir me mener en bateau, elle se trompait lourdement. Je suis restée là un instant, les yeux fixés sur mon téléphone, tandis que les paroles d'Émilie résonnaient dans ma tête. Elle prévoyait de me dépouiller de tout ce que je possédais, et je ne pouvais pas croire que j'avais été aveugle si longtemps. Ça faisait mal, mais plus encore, cela me rendait furieux, si furieux que mes doigts tremblaient presque alors que je glissais mon téléphone dans ma poche. Mais je n'allais pas lui montrer ça. Non, je ne pouvais pas lui donner la satisfaction de me voir m'effondrer, pas maintenant que j'avais enfin compris quel genre de personne elle était vraiment. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai mis mes émotions de côté, et je suis retournée dans le salon. Émilie et ses amis discutaient encore, un peu plus calmement qu'avant, mais dès que je suis entrée, la conversation s'est arrêtée. Elles ont toutes tourné la tête vers moi avec un mélange de sourire et de regard légèrement nerveux. Le sourire d'Émilie était le plus large, mais il n'atteignait pas ses yeux. « Salut mon cœur », a-t-elle dit, essayant d'avoir l'air naturel. « Tout va bien ? » ?»« Oui », ai-je répondu en gardant une voix calme. Je devais juste prendre quelque chose dans le bureau. J'ai jeté un regard au groupe, en leur adressant un sourire poli. « Je serai à l'étage si vous avez besoin de moi. » Émilie a hoché la tête, son sourire toujours figé sur son visage. « D'accord, je te rejoins plus tard », a-t-elle dit, mais je n'ai pas manqué la lueur d'incertitude dans ses yeux. J'ai ignoré ce sentiment troublant qui m'envahissait, et j'ai fait un geste de la main nonchalant, avant de monter dans mon bureau. J'essayais de me répéter que je devais rester calme, que je ne devais rien précipiter, mais je n'y pouvais rien. La tension était insupportable. Une fois à l'intérieur, j'ai appuyé mon dos contre le bureau, respirant profondément, et rassemblant mes idées. J'avais encore la conversation d'Émilie bien fraîche à l'esprit, mais le poids de ce que je venais d'apprendre m'empêchait de me concentrer. Je devais agir, mais pas de manière impulsive. Je devais faire attention à mes prochaines étapes. J'ai donc sorti mon téléphone, et j'ai cherché le contact de mon avocat. J'avais traversé assez d'affaires juridiques pour savoir que face à quelque chose d'aussi grave, il vaut mieux agir vite et avec précision. J'avais besoin des conseils de mon avocat, pour m'assurer que je faisais tout dans les règles de l'art. J'ai appuyé sur envoyer, lui lançant un message rapide. « On doit parler. Rappelle-moi dès que possible. Je suis disponible ce soir. » Puis je me suis adossée à ma chaise, fixant l'écran, attendant la réponse. Les minutes ont passé, puis 1 heure. J'ai vérifié l'heure à nouveau. Toujours rien. J'ai senti l'impatience commencer à me démanger. Combien de temps fallait-il pour lire un SMS et y répondre? J'ai encore regardé l'écran. Rien. J'avais le pressentiment que mon avocat était occupé, mais je n'aimais pas attendre, surtout pas avec le poids de cette situation qui me pesait sur les épaules. Il a fallu encore une demi-heure avant que j'entende le bip d'un nouveau message. Mon cœur a raté un battement en vérifiant mon téléphone. Ce n'était pas la réponse que j'espérais. Le message provenait du bureau de mon avocat, et non de l'avocat lui-même. Il disait « Désolé pour le retard, Luc. Votre avocat pourra vous rencontrer dès demain matin à la 1 heure. Nous examinerons votre dossier à ce moment-là, demain matin. » Mais je ne pouvais rien y changer. L'attente me tuait, mais je devais respecter la procédure. Je ne pouvais pas précipiter les choses, surtout pas alors que j'étais si près d'obtenir tout ce que je devais protéger. J'ai posé le téléphone, et j'ai pris une autre profonde inspiration. Émilie devait toujours être en bas, inconsciente de la tempête qui s'apprêtait à s'abattre sur elle. Je n'allais pas encore dévoiler ma prochaine action. Elle n'avait aucune idée de tout ce que je savais maintenant, et j'allais la laisser profiter de son petit jeu, encore un tout petit peu. J'ai passé les heures suivantes dans mon bureau, à faire défiler des documents juridiques, à relire le contrat de mariage que nous avions signé il y a quelque temps. Cela avait été mon plus grand garde-fou depuis le début, et maintenant, cela allait être la clé pour faire échouer ses plans. S'il y avait bien une chose que j'avais apprise en bâtissant ma fortune, c'était qu'il faut toujours protéger ses actifs en priorité, que cela concerne des investissements, des biens immobiliers, ou, apparemment, un mariage. Le temps passait lentement, et j'entendais les pas d'Émilie à l'étage alors qu'elle entrait et sortait de la chambre, se préparant à aller se coucher.
Ses amis étaient partis depuis un moment, alors je me suis dit qu'elle ne tarderait pas à venir voir ce que je faisais. J'ai entendu frapper à la porte. C'était à nouveau sa voix, douce, prudente. Je ne me suis pas précipitée pour lui ouvrir immédiatement. Au lieu de cela, j'ai pris un moment, me rasseyant dans ma chaise pour retrouver mon calme, avant de finalement me lever et de marcher vers la porte. Je l'ai ouverte sans rien laisser paraître. Je devais jouer serré. Salut, l'ai-je salué froidement, gardant mon expression aussi neutre que possible. Qu'est-ce qu'il y a? Elle se tenait là dans l'encadrement de la porte, vêtue d'une de mes vieilles chemises, ses cheveux encore humides de sa douche. J'ai remarqué que ses yeux étaient légèrement rouges. Je me disais qu'on pourrait se détendre ce soir, être regarder une série ou autre chose. J'ai l'impression qu'on n'a pas passé de temps ensemble ces derniers temps, a-t-elle dit, sa voix douce, presque suppliante. Je l'ai toisée, essayant de ne montrer aucune émotion. Bien sûr, ça a l'air sympa, mais j'ai beaucoup de travail à finir. Partie remise? Son sourire a fléchi pendant une fraction de seconde, mais elle s'est vite reprise. Bien sûr, je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Tu as l'air un peu distant ces derniers temps. J'ai hoché la tête en lui adressant un sourire crispé. Je vais bien, juste très occupée. Je descends bientôt. Elle a hoché la tête lentement, voulant clairement en dire plus, mais s'est abstenue. Au lieu de cela, elle m'a fait un doux sourire forcé, avant de faire demi-tour, et de repartir dans le couloir. Je suis restée immobile un instant, fixant la porte fermée. Ma poitrine s'est serrée, un mélange de colère, de frustration, et d'autres choses que je ne parvenais pas tout à fait à nommer. C'était difficile de la regarder et de voir encore la femme que j'avais épousée. Mais c'était le jeu maintenant, n'est-ce pas? Elle me prenait pour un imbécile, et je n'allais pas la laisser s'en tirer ainsi. Demain, les choses allaient changer, mais ce soir, je devais attendre. Le lendemain matin a semblé mettre une éternité à arriver. J'avais à peine dormi, me tournant et me retournant en ressassant ce que j'avais surpris la veille. Je n'arrivais pas à chasser l'image du sourire narquois d'Émilie de mon esprit. À quel point elle avait été confiante, à quel point elle pensait m'avoir cerné. C'était la partie qui restait gravée en moi, elle ne savait pas que c'était moi qui l'avais percée à jour. Au lever du soleil, je faisais les 100 pas dans mon bureau, repassant tout dans ma tête à nouveau, le contrat de mariage, l'avocat, les étapes à suivre pour m'assurer que tout se passe sans accroc. Je n'allais pas donner à Émilie la moindre chance de me ruiner. Elle ne le verrait même pas venir. J'ai pris un petit déjeuner rapide, essayant de chasser la nervosité, mais elle était toujours là, me nouant l'estomac. La dernière chose que je voulais, c'était passer par là. Un divorce est toujours une épreuve, sale, peu importe à quel point, on est dans son droit. Mars cette fois-ci, c'était différent. Elle avait franchi la ligne rouge, je n'allais pas la laisser me manipuler pour tout lui céder. Quand je suis enfin arrivée au cabinet d'avocat, j'ai été accueillie par l'assistante de mon avocat, une femme sympathique mais rigoureuse, qui m'a rapidement conduit dans la salle de réunion. Mon avocat, Marc, était déjà là, feuilletant une liasse de documents. Luc, ravi de te revoir. Merci d'être venu si vite. Je sais que ce n'est pas la situation la plus facile. Marc m'a tendu la main, avant de s'asseoir en face de moi. Je me suis assis moi aussi, me penchant en avant. Tu n'as pas idée, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'important. Les yeux de Marc se sont rétrécis d'inquiétude, tandis qu'il joignait ses mains. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris une grande inspiration pour me blinder. C'était étrange, même après tout ce qui s'était passé, de parler de ma vie personnelle devant quelqu'un d'autre, mais je n'avais pas le choix. Ma femme, Émilie, je pense qu'elle prévoit de me quitter dès qu'elle aura obtenu tout ce qu'elle veut. Elle parlait de me dépouiller de mon argent, et je l'ai entendu dire qu'elle n'est avec moi que pour l'intérêt financier. Marc a haussé un sourcil, son expression devenant prudente. C'est une accusation grave, Luc. As-tu des éléments pour appuyer cela? J'ai hésité un instant, puis j'ai hoché la tête. J'ai enregistré une partie de la conversation. Elle parlait à une de ses amies de la façon dont elle allait tout me prendre le moment venu. Elle pensait que je n'étais pas là. Marc s'est adossé à son fauteuil, hochant lentement la tête. Je comprends. Je jetterai un coup d'œil à l'enregistrement dans une minute, mais parlons des détails. Tu as mentionné un contrat de mariage tout à l'heure, l'as-tu sur toi?
J'ai fouillé dans mon sac et lui ai tendu les documents du contrat de mariage, ressentant un grand soulagement à l'idée que tout soit déjà en place. Le contrat de mariage avait été une exigence de ma part, même si Émilie n'en était pas contente. Elle m'avait traité de paranoïaque à l'époque. J'imagine qu'elle avait raison de penser que j'étais paranoïaque, sauf que je ne l'étais pas à cause d'une infidélité, je l'étais à cause de sa cupidité. Marc a survolé le contrat, hochant la tête au fil de sa lecture. C'est solide. Tu es protégé. Si ce que tu dis est vrai, elle ne touchera à aucun de tes actifs, et elle pourrait même finir par te devoir de l'argent. Mais la situation est délicate, nous allons devoir procéder avec prudence. J'ai senti mon estomac se nouer. C'était réel maintenant. Ce n'était plus seulement une intuition, j'avais les preuves, j'avais la protection juridique, j'avais la force de faire ce qu'il fallait. Mais cela ne rendait pas la tâche plus facile pour autant. Après quelques minutes de discussion stratégique supplémentaire, Marc m'a tendu un dossier contenant les papiers du divorce. Ils sont prêts à être signifiés. Tu peux lui remettre à tout moment, mais je te conseille d'attendre le bon moment. Si tu veux la prendre au dépourvu et éviter qu'elle ne fasse une scène, tu dois choisir le bon timing. J'ai pris les papiers, ressentant tout leur poids entre mes mains. C'était comme tenir un billet pour une nouvelle vie, une vie débarrassée de la manipulation et du mensonge. C'était le moment de vérité. Je lui remettrai les papiers quand le moment sera venu, ai-je dit doucement, en m'assurant que ma voix ne tremble pas. Mais je veux d'abord m'assurer que tout est bien ficelé. Je ne veux pas qu'elle s'en tire à bon compte. Marc m'a adressé un sourire rassurant. Tu as tout ce qu'il te faut. Assure-toi juste de rester calme et maître de toi quand tu lui remettras les papiers. Ce sera un moment chargé en émotions, mais c'est toi qui as les cartes en main. J'ai hoché la tête en me levant. Merci Marc, j'apprécie vraiment ton aide. Pas de problème, Luc, tiens-moi au courant, si quoi que ce soit change. Nous ferons en sorte que ce soit aussi propre que possible. J'ai quitté le cabinet, les papiers bien à l'abri dans mon sac. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure sur le chemin du retour. Je n'arrivais pas à croire que cela arrivait vraiment. J'étais sur le point de confronter Émilie, sur le point de clore un chapitre de ma vie, que je n'aurais jamais pensé terminer ainsi, mais je devais le faire. Je devais tenir bon. Quand je suis rentrée chez moi, la maison était d'un calme inquiétant. La voiture d'Émilie était garée dans l'allée, mais je n'entendais aucun bruit à l'intérieur. J'ai pris un instant pour me composer avant d'entrer, veillant à garder un visage calme et neutre. Je l'entendais bouger à l'étage, sans doute en train de se préparer pour sa journée. J'ai marqué une pause d'1 seconde, puis je suis entrée dans le salon. J'ai pris une profonde inspiration, et je me suis assis sur le canapé, tapotant des doigts sur l'accoudoir en attendant. Mon cœur battait à tout rompre, mais je continuais de me répéter de rester calme. C'était le moment auquel je m'étais préparée, celui où j'arrêterais de faire semblant, d'entrer dans son jeu. Quelques minutes ont passé avant qu'Émilie ne descende les escaliers, son habituel sourire éclatant aux lèvres. Salut mon cœur, bonjour. Comment s'est passée ta réunion? Je l'ai regardée, le cœur battant la chamade, mais sans rien laisser paraître. Je lui ai adressé un petit sourire, de ceux qui n'atteignent pas les yeux. Ça s'est bien passé. J'ai besoin de te parler de quelque chose, cependant. Son expression affaiblit pendant une fraction de seconde, mais elle s'est vite reprise. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? J'ai plongé la main dans mon sac pour en sortir les papiers du divorce, et je les ai fait glisser sur la table basse vers elle. Je sais ce que tu as planifié, Émilie. J'ai tout entendu, les jeux sont faits. Son sourire s'est évanoui alors qu'elle fixait les papiers devant elle. Pendant un instant, il y eut un silence lourd et étouffant. Elle a tendu la main vers les papiers lentement, ses doigts tremblant très légèrement. Je me suis adossée, l'observant attentivement, mon esprit anticipant déjà la suite des événements. Mais je ne pensais pas qu'elle y était préparée, pas du tout. Elle a fixé les papiers du divorce pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Son regard alternait entre les feuilles et moi, un mélange d'incrédulité et de confusion traversant son visage. C'était comme si elle ne parvenait pas tout à fait à assimiler ce qui se passait. Finalement, sa main s'est avancée pour saisir les papiers, ses doigts tremblants, alors qu'elle les soulevait pour jeter un coup d'œil en haut de la page. Le sang a quitté son visage,
lorsqu'elle a lu le titre. Demande de divorce. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-elle demandé, sa voix tremblante, bien qu'elle ait rapidement essayé de masquer cela sous un ton agacé. Luc, ce n'est pas drôle. Tu es ridicule. Je n'ai pas répondu, la laissant se débattre. Elle avait besoin de digérer cela pleinement. Elle devait faire face à la réalité de mon acte. Elle a feuilleté les pages, le visage de plus en plus rouge à la vue des conditions. Ses yeux se sont agrandis en arrivant à la section concernant le contrat de mariage, où il était clairement stipulé que j'avais droit à la majorité de nos biens communs, en raison de sa rupture de confiance. Elle s'est levée brusquement, arpentant la pièce tout en serrant les papiers contre elle. Sa voix a commencé à monter, tremblante d'abord, puis s'affirmant à chaque mot. Tu ne peux pas être sérieux, Luc. C'est de la folie. Nous sommes ensemble depuis 4 ans, tu ne peux pas tout jeter comme ça. Je ne jette rien du tout, ai-je dit calmement, en me levant, et en croisant les bras. Mais toi, tu planifiais cela depuis un moment, n'est-ce pas? M'utiliser, faire semblant d'être quelqu'un d'autre tout en t'immisçant dans ma vie, dans mon compte en banque. Et maintenant tu penses avoir droit à tout ce pour quoi j'ai travaillé? Elle a ouvert la bouche pour parler, puis l'a refermée, ses mains triturant nerveusement le bord des feuilles. Elle paniquait à présent, et je pouvais voir son esprit chercher désespérément une excuse, ou un moyen d'expliquer ses actes. Non, dit-elle après un long silence, d'une voix qui dépassait à peine le murmure. Tu fais une erreur, Luc. Je ne t'utilisais pas. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. S'il te plaît. S'il te plaît. Sa voix s'est brisée un peu alors qu'elle faisait un pas vers moi, le regard suppliant. S'il te plaît, parlons-en. On peut s'arranger. Je te jure que j'étais juste stressée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne me suis pas laissé fléchir. Les supplications, le changement de ton, c'était exactement la manipulation à laquelle je m'attendais, précisément le genre de réaction dont je savais qu'elle ferait preuve une fois démasquée. Elle n'avait aucune idée que je n'étais pas juste un idiot naïf. J'avais tout vu dans ses yeux la nuit où je l'avais surprise. Tes excuses ne m'intéressent pas, Émilie, ai-je dit d'un ton sec. J'ai entendu ce que tu as dit à tes amis. Tu pensais que je n'écoutais pas, tu pensais pouvoir me manipuler. Eh bien, tu t'es trompé. Je le sais depuis un moment, et ça, j'ai désigné les papiers du doigt, c'est le résultat. Son visage s'est crispé de confusion puis de colère, et elle a tapé du pied de frustration. Tu penses que je suis une sorte de chercheuse d'or? Sa voix s'est brisée alors qu'elle criait. Tu crois que je ne t'utilise que pour ton argent? Comment oses-tu? Je suis restée calme, l'observant déverser sa rage tandis qu'elle tournait en rond dans le salon. C'était la phase où elle allait essayer de renverser les rôles, d'essayer de me culpabiliser, ou de me faire douter de ma décision. Mais je n'allais pas tomber dans le panneau. Tu te souviens de cette conversation que tu as eue hier soir, quand je n'étais pas censée être là? Ai-je demandé, rompant enfin mon silence. Son visage a immédiatement blêmi. Quoi? De quoi tu parles? Je me suis penchée en avant, la scrutant attentivement. Celle où tu as dit à ton ami qu'une fois que tu aurais mon argent, tu me quitterais, que je n'étais qu'un tremplin pour toi, et qu'une fois le mariage payé, tu en aurais fini avec moi. Ses yeux se sont écarquillés, ses lèvres tremblant alors qu'elle reculait d'un pas. Elle ressemblait à un cerf pris dans les phares d'une voiture, toute son assurance de tout à l'heure, s'évaporant en un instant. Tu écoutais, tu m'espionnais. Sa voix est montée d'un ton, pleine d'incrédulité. Je ne t'espionnais pas, Émilie, ai-je répondu, mon ton devenant glacial. Je n'étais simplement pas aussi aveugle que tu le pensais. Et contrairement à toi, je ne prends pas mes décisions sur des mensonges. Elle est restée figée un moment, comme si elle tentait d'assimiler le tout. Puis, dans une tentative désespérée de sauver la face, elle a essayé de tourner cela à la rigolade, mais son rire sonnait creux et forcé. Oh allez, Luc, c'est ridicule. Ce n'était rien de sérieux. Tu ne peux pas jeter toute notre relation à la poubelle pour une conversation stupide. Tu surréagis à tout. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas bronché. Je n'allais plus la laisser faire diversion. Tu as raison sur un point, tu t'amusais. Mais l'arroseur est arrosé. Tu pensais vraiment pouvoir me manipuler et t'en tirer comme ça, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas moi qui vais repartir les mains vides de cette histoire. Son visage s'est crispé de frustration, alors qu'elle faisait quelques pas vers moi, affichant soudain un faux sourire. Luc, s'il te plaît, je ne peux pas te perdre.
Nous avons construit tant de choses ensemble. Tu ne peux pas simplement tourner le dos à tout ce que nous avons créé. S'il te plaît, ne faisons pas ça. Je me suis enfin levée, les yeux plissés. Tu as eu ta chance, Émilie. C'est fini. Son expression a changé, devenant quelque chose de plus froid, de plus calculateur, alors qu'elle comprenait enfin que je ne plaisantais pas. Tu crois que c'est fini? Tu penses vraiment que je vais te laisser tout garder? Tu n'as aucune idée de qui tu as affaire, Luc. Tu as signé ce contrat de mariage, oui, mais tu crois que je ne sais pas me défendre? Tu penses que je ne vais pas te dépouiller jusqu'au dernier centime dans ce divorce? Elle a esquissé un sourire narquois, comme si elle avait déjà gagné. J'aurai mon argent d'une manière ou d'une autre, ne crois pas le contraire. Je me suis contentée de sourire, sentant un sentiment de satisfaction monter en moi. C'est là que tu te trompes. Tu n'auras pas un centime de ma part. Pas un sou de plus que ce que tu mérites. J'ai plongé la main dans mon sac, et j'ai sorti les documents du contrat de mariage. Je connais les termes mieux que toi, et je n'ai pas l'intention de céder. À l'instant même où ses yeux ont parcouru le document, son sourire suffisant s'est effacé, remplacé par de la panique. Elle a reculé de quelques pas, son esprit tournant à plein régime alors que la réalité de la situation s'abattait sur elle comme un mur de briques. Tu crois que je ne trouverai pas un moyen de contourner ça? A-t-elle craché, la voix brisée par la colère. Tu crois que je vais te laisser gagner? J'ai secoué la tête. Je n'ai pas besoin de gagner, Émilie. J'ai juste besoin de m'assurer que tu ne t'en tires pas comme ça. Sur ces mots, j'ai fait demi-tour et je suis sortie de la pièce, sans lui laisser l'opportunité de répondre. Je l'entendais hurler derrière moi, mais je m'en fichais. Le pire était passé. J'avais tout mis en place. Elle n'allait pas s'en sortir à bon compte. Elle avait déjà perdu. Quelques mois ont passé depuis ce jour, et honnêtement, c'est surréaliste de repenser à tout cela. Toute la procédure a demandé beaucoup de temps, d'efforts et une lourde charge émotionnelle, mais je savais que je faisais le bon choix. Le jour où j'ai remis ces papiers du divorce à Émilie, tout a basculé. Je ne me contentais pas de quitter un mariage raté, je m'extrayais d'une manipulation à laquelle j'avais été aveugle pendant bien trop longtemps. Le divorce en lui-même a été un peu chaotique, comme on s'y attendait. Émilie s'est battue bec et ongles, essayant de me soutirer le plus d'argent possible, en utilisant toutes les ficelles imaginables. Mais le contrat de mariage était en béton armé. Elle ne pouvait toucher à rien de ce que j'avais bâti. Cela ne l'a pas empêchée d'essayer, pour autant. Le mélodrame était sans fin. Appels téléphoniques, courriels, SMS nocturnes, me suppliant de revenir sur ma décision, menaces de ruiner ma réputation, et même son avocat qui lançait des accusations sans fondement. Mais je m'étais préparée à tout cela. Je n'ai pas fléchi sous la pression. Finalement, Émilie a réalisé qu'elle n'arriverait à rien. Le tribunal a prononcé le divorce en ma faveur. J'ai pu conserver tout ce qui comptait pour moi, ma maison, mon entreprise, mes actifs, et elle a obtenu sa liberté. Mais ce ne fut pas tout à fait le conte de fées qu'elle espérait. J'ai appris plus tard qu'elle avait tenté de manipuler l'histoire auprès de ses amis et de sa famille, affirmant que c'était moi qui ne m'intéressais pas à elle, que j'étais froid et autoritaire. Mais personne ne l'a cru très longtemps. Mes amis proches savaient ce qui s'était passé, et les personnes qui la connaissaient le mieux ont tout de suite vu clair dans son jeu. Personne n'a versé de larmes de sympathie pour elle. Tout le monde a simplement tourné la page. Je ne peux pas dire que j'ai été surpris. J'avais entendu ces mêmes amis rire du fait qu'elle attendait simplement le moment idéal pour s'en aller, tout en jouant les épouses parfaites. Quant à elle, eh bien, je ne pense pas qu'elle s'en soit totalement remise. Il y a eu des rumeurs disant qu'elle passait d'un homme à un autre, essayant de s'accrocher à une nouvelle cible, mais pour être honnête, je ne me tiens plus du tout au courant de sa vie. Elle n'est plus mon problème. De temps en temps, j'ai des nouvelles de sa mère, qui me contacte encore parfois pour savoir si je veux bien la reprendre, ou lui accorder une seconde chance, mais je ne réponds jamais. La vérité, c'est que je suis plus heureux aujourd'hui que je ne l'ai jamais été. J'ai enfin trouvé la paix que j'ai toujours voulu. Je vis ma meilleure vie. J'ai eu plus de temps pour me concentrer sur mon entreprise et pour voyager à travers le monde, cochant des cases de ma liste de choses à faire avant de mourir que j'avais repoussées depuis bien trop longtemps. J'ai rencontré de nouvelles personnes, de vrais amis, des gens qui se soucient réellement de moi, et non de ce que je peux leur offrir. J'ai même recommencé à fréquenter des femmes, mais cette fois-ci, je me montre plus avisée. Fini de faire semblant, je ne me contenterai plus jamais de quelqu'un qui pense pouvoir profiter de moi.
Et le meilleur dans tout ça? Je n'ai plus à m'inquiéter de savoir si quelqu'un fait semblant de m'aimer pour mon argent. Je peux enfin me détendre et profiter de ma vie, sans le poids constant de la manipulation au-dessus de ma tête. C'est incroyable de voir à quel point la vie semble plus légère, sans ce nuage toxique qui vous suit partout. Je ne suis plus en colère non plus. Je suis simplement reconnaissant d'avoir vu clair dans les mensonges avant qu'il ne soit trop tard, reconnaissant d'avoir eu la force de m'en aller. La morale de cette histoire, ne laissez jamais personne profiter de vous, peu importe à quel point cette personne tente de vous faire croire qu'elle est formidable. Vous vaudrez toujours mieux que leur stratagème manipulateur. Et si jamais vous vous retrouvez dans une situation similaire, n'ayez pas peur de reprendre le contrôle de votre vie. Faites confiance à votre instinct, partez avant qu'il ne soit trop tard, et rappelez-vous que vous méritez mieux. Je m'en sortirai très bien, et je suis la preuve vivante que parfois, les choses s'améliorent vraiment après s'être éloignées des personnes toxiques qui tentent de vous détruire.